Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans le mur des légendes numéro 44, et on va parler d'un joueur très très important, hein. Alors, sans spoiler, mais évidemment on peut pas le cacher, tant il a évidemment compté pour l'AS Monaco, c'est Claude Puel. Ah, je croyais qu'on refaisait une émission sur Falcao vu l'intro. Oui, ou Christian Dalgé, ça aurait pu marcher. En ça tout cas, fait, ça répond à la question, que posait Boris. Hein. Est-ce que le fait de faire l'émission Christian Dalgé allait permettre la fin du petit running gag? Malheureusement, non. Clairement, toujours pas. C'est reparti de plus belle et même encore plus. On a rajouté Falcao. On a rajouté le running gag Falcao, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, on aura aussi une émission pour relancer celui sur Roger Mendy d'ici la fin de saison, là, pour ceux qui sont en manque de Roger Mendy. Là, pour le coup, on peut en parler aujourd'hui. On peut toujours, c'est vrai. Ça va correspondre sur quelques saisons à la période de Claude Puel. Donc, Tout à fait. Même si ce sera peut-être un peu moins à propos pour Claude Puel, puisque c'est pour le coup c'est vraiment l'antithèse, hein, je pense, puisque c'est vrai que Claude Puel, voilà, c'est vraiment typiquement le joueur qui ne triche pas, hein, le joueur de devoir fidèle par excellence. Donc voilà, on va évidemment revenir sur tout ça pour Claude Puel un petit peu plus tard. Donc Boris Rome, du coup, bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir. Merci. On enchaîne. On enchaîne parce que vous n'aviez pas été quand même présenté proprement, mais on n'avait plus besoin d'être présenté. Donc du coup Claude Puel, ça fait toujours plaisir. Ouais, Claude Puel, un chanteur rome. Claude François. Voilà, merci. Tu vois, là j'ai été pris au dépourvu, donc c'est le premier qui m'est venu, Claude Pareil, François. voilà, j'avais la même. Voilà. Boris Non, je suis pas préparé. Voilà. Pas sur le coup, Boris, c'est pas sur le vif. Ouais. Claude aussi, MC Solar. Claude. Ouais. Très bien. C'était quoi son nom de famille? Là, les gars, il faut aller chercher plus loin. Là. Ouais. C'est le seul autre Claude que je... Claude Nougaro. Avec son célèbre titre, le Da Vinci Claude. Claude Nougaro, oui. Ouais. Ça, c'est le Toulousain qui parle. Eh mais bien sûr. Une des plus belles chansons françaises, Toulouse. Je tiens à le dire. Et c'est même moi qui le dis. Je l'entends un week-end sur deux, donc. D'accord. Ouais, parce que c'est l'hymne officiel du stade. Dès qu'il y a non, c'est même pire que ça. C'est dès qu'il y a un essai qui a droit, donc voilà quoi. Oh Toulouse, c'est ça quand il y a un mec. Exactement. Ouais, effectivement, c'est vrai. Du coup, là, ça donne plus envie de se frapper la tête contre un mur au final. Mais restons. En tout cas, la transition est parfaite puisqu'on va rester dans le sud-ouest, messieurs. Claude Puel, originaire du sud-ouest. Alors, pas de Toulouse, mais de Castres, Boris. Et finalement, il ne doit qu'à maman de ne pas finalement s'être perdu dans un sport de niche. Ouais, il aurait moins gagné de pognon, ça c'est sûr, même à l'époque. Oui. Claude Puel qui est castré, et je parle bien de sa ville de naissance. Hein, Oui, parce que castré, il l'est pas, on l'a vu sa descendance à l'œuvre par la suite. Je refais ma blague de Monaco champion de l'an 2000, vu que pas grand monde a écouté à l'époque. Là, tu me diras, je suis pas sûr de toucher beaucoup plus. Pas beaucoup plus, non. Ça risque d'être les mêmes en plus, a priori, on a notre petit noyau dur. On réutilise, ça coûte pas cher.
Ouais, c'est vrai que de cette région, Jean Petit aussi était, je sais plus, c'était de Toulouse ou enfin c'était de ce coin-là en tout cas qui était. On a chopé pas mal de petits joueurs finalement dans cette ère, je dirais pas hostile au football, mais où le football n'est pas forcément quand même le sport. Oui, non, c'est sûr. Le sport numéro 1 où il y a Toulouse quand même un club qui a eu son petit passage, qui va y revenir en plus en Ligue 1. Hein, c'est quand même un club de foot qui a eu ses petites époques, mais voilà, c'est pas forcément des terres de football. Donc voilà. Est-ce que Puel aurait fait un bon rugbyman? Ça c'est Rome qui pourrait nous le dire. Un petit ailier, je pense, ça court vite. Ouais. Non, il aurait pris du poids. Il aurait été plus lourd. Non, à 70 kilos, ça aurait fait un quoique à l'époque le rugby était différent, mais il aurait pris du poids quoi qu'il arrive. Un ailier, non, je vois. Et vu qu'il aime ça en plus, visiblement, la muscu, etc., ça lui aurait pas fait trop peur, je pense. Il aime courir, après, je sais pas s'il aime la muscu. Comme c'est un sport où il n'y a pas trop de technique ou quoi, ça aurait été... Putain, vous voulez vraiment me lancer sur ça. A priori, là, si t'as les pieds carrés, ça semble plutôt bien collé pour taper dans un ballon de rugby. Ah bah si t'es pas buteur, oui, c'est sûr, oui. T'as pas besoin d'être bon au pied, ça on est d'accord. Ouais. Puis le jeu vers l'avant aussi, comme c'est pas spécialement, a priori, ça le concernait pas trop. Moutinho aurait peut-être dans l'esprit fait un bon rugbyman, du coup. Je l'ai fait avant que tu la fasses, en fait, du coup. Je me suis dit, ça va te tomber. Donc, par contre, d'un point de vue gabarit... Oui, plus difficile, je pense. Après, il y a des petits au rugby. Il y en a qui font 1m70, 75, mais là, pour le coup, il aurait dû prendre 15 kilos. En tout cas, voilà, Claude Puel qui n'a pas joué au rugby parce que ses parents ne voulaient pas. Et donc du coup qui est allé du côté du football, bien lui en a pris en tout cas pour nous, puisque au final Claude Puel va derrière faire une longue carrière dans le football et notamment à l'AS Monaco. C'est donc en 77 qu'il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco après avoir été repéré par Alberto Muro qui avait déjà repéré Manu Amoros. Voilà, donc globalement, Muro, en termes de réussite, ça se passe pas trop mal. Il a quand même que Michael Emenalo. Ouais, il y a un taux de réussite, une conversion meilleur que Emenalo. Et donc voilà, 77, début de l'aventure monégasque pour Claude Puel et Boris, un premier match notamment lors de la saison 78-79. Ouais, il est même lancé à l'époque je crois que c'est encore Lucien Leduc qui le lance, même si évidemment c'est surtout il va être très associé sur ses premières années à Gérard Banny. Il connaît quand même 3 premiers matchs en première division sous la houlette de Lucien Leduc sur cette saison 78-79, qui vont rester pendant un petit moment, ces 3 premiers, puisqu'il ne rejouera pas la saison d'après, avant d'enfin s'installer vraiment sur la saison de 80-81. Il va quand même du coup connaître une période où il va plus rejouer avec ça va même se compter sur une année complète, puisqu'il reprendra finalement il retrouvera les terrains et le monde professionnel qu'à partir de la saison 80-81. Donc ça fait quand même une saison où il ne sera pas avec les professionnels. Donc bon, on imagine qu'évidemment ces 3 matchs ont été évidemment plus dans l'idée de besoin pour l'équipe première parce que voilà, sans doute qu'il devait manquer du monde. Mais voilà, en 80 Rome, Puel va réaliser une vraie saison cette fois. Ouais, ça tu l'as bien dit, il y a vraiment une saison de trou et donc il commence réellement à jouer pour cette saison-là et il va s'installer assez rapidement en fait comme un élément important du club. On l'a dit, formé à Monaco 77, donc c'est les débuts du centre de formation dont on avait plus parlé dans l'émission Campora. C'était vraiment un des éléments clés que Campora avait voulu mettre en place et il fait partie de ces éléments avec Amoros, avec Ettori et d'autres à être sortis Bellone de cette fin des années 70, début 80, là, cette période un peu dorée de notre centre de formation. Et donc ouais, Puel il va tout de suite s'installer. Après on le verra, ça va être un joueur très très couteau suisse, très polyvalent et ce qui va également certainement lui permettre d'avoir une telle
une telle longévité et surtout d'être un titulaire indiscutable, mais souvent à des postes différents. Ouais, alors il est pas vraiment titulaire tout de suite, hein, parce qu'on voit justement que les saisons 80-81, alors il joue 30 matchs, qui est déjà très très bien. 81-82, il joue 15 matchs par contre. C'est l'année d'après, 82-83, et il va en fait profiter du départ de Didier Christophe, qui va donc partir à Lille, pour vraiment s'attribuer le poste de titulaire en tant que milieu de terrain défensif. Donc voilà, il faut quand même attendre au final 3 saisons, 4 ans même, du coup, puisqu'il y a cette année en moins, pour voir Puel véritablement s'installer comme un titulaire. Et là, à partir de là, Boris, sur ce qui se débute une période de quasiment 14 ans où il va tout simplement enchaîner. Quoi. Voilà, tu l'as dit, 80-81, il peut être encore considéré comme titulaire. C'est l'année 82 où Monaco est champion en plus, mais où là il est plus dans un rôle subalterne. Par contre, à partir de là, il va de 1982 à 96, qui sera sa dernière saison, être un titulaire indiscutable serait pas le mot, hein, parce qu'on va y revenir. C'est peut-être pas le qualificatif, parce qu'il aura longtemps été discuté, questionné, remis en cause. Oui. Notamment, et c'était toujours l'histoire pour ce joueur, sur les débuts de saison, le joueur qu'on mettait jamais sur les équipes type, qu'on couchait sur le papier et puis qui finissait toujours par y être, mais voilà, en regardant les chiffres, force est de constater qu'il a été titulaire pendant toute cette période. Il fait partie du 11 type au final qu'on peut sortir en fin de saison, des joueurs qui ont le plus joué quand on résume les saisons. Donc voilà, ça fait partie des monuments, des joueurs très rares et même qui se comptent a priori qu'au nombre de 3, Ettori, lui et Petit, qui ont une telle longévité au niveau du club. On a pas mal de joueurs qui s'approchent des 9, 10 saisons, mais ceux qui les dépassent sont quand même très très rares. Ouais. En tout cas, Claude Puel, du coup, qui va devenir un joueur majeur de l'AS Monaco. Alors, Rome, on rigolait un petit peu, on en plaisantait par rapport à des pieds un peu carrés. Clairement, on peut le dire que Claude Puel misait pas du tout sur sa technique, mais au contraire, vraiment sur ses qualités athlétiques, physiques. On aurait dit du Jean-Claude Duss, là. Tu peux pas vraiment tout miser sur ta technique. Ouais. Surtout toi. Oui, non, mais c'est pour ça que Boris. malgré le fait qu'il est quand même... Quoique sur le physique non plus, il pouvait pas tout miser. qu'il ait été dans une équipe de Monaco, une grosse équipe de Monaco, même si on l'a dit, l'année du titre de 82, il n'est pas trop prégnant dans le titre, mais c'est le cas en 88, et puis pour la Coupe de France, et puis les épopées européennes du début des années 90, mais malgré cela, il n'a jamais approché vraiment l'équipe de France, en fait. Non. Et il a été France Espoir, il a quand même 22 sélections, je vois, donc ça commence déjà à être un bon petit paquet, donc, mais il n'a jamais passé ce cap-là de l'équipe de France, donc ça montre aussi que c'était, je pense, une définition qui est un peu moins utilisée maintenant, mais je sais que souvent, même si je n'écoute plus trop, comme je te le disais, Boris, l'after, ils aiment bien toujours trouver ce terme de qui sont les joueurs de club réellement dans le foot actuel. Je pense que Claude Puel, c'est vraiment la définition même du joueur de club, de par sa longévité et de par le fait qu'il n'a pas changé de club, mais aussi de par son niveau, un joueur de championnat, quoi. Bon championnat, un bon joueur, mais le niveau au-dessus, trop compliqué, trop limité, et pourtant énorme bosseur, énorme travailleur, et c'est également certainement pour ça qu'il a pu faire une telle carrière, mais il n'avait pas les qualités intrinsèques footballistiques pour aller plus haut, comme d'autres milieux de terrain qu'on a eu dans ces années-là, comme Dib, etc., qui, eux, c'est quand même des joueurs d'un tout autre niveau individuel. C'est ce que disait Manu Petit dans l'émission Le Vestiaire. Hein. Il disait, c'était un mec, physiquement, il était... Un marathonien. Voilà, c'est le terme qui était employé, hein, c'était un marathonien.
Il disait, c'est avec Dib, hein, c'était les deux marathoniens. Wenger disait Dib et Puel sont vraiment il y avait un peu plus, ouais. La base de notre édifice défensif. Et Emmanuel Petit disait, voilà, je savais, moi quand j'avais Claude Puel derrière moi sur le terrain, j'étais tranquille, quoi. Je savais très bien ce qu'il pouvait pas me donner. Parce que voilà, techniquement, je savais qu'il allait pas flamber. Le ballon. Mais je savais très bien ce que je pouvais attendre de lui et je savais qu'en termes d'abattage, en termes de récupération, il allait être toujours là et à ce niveau-là, j'étais tranquille. Donc c'est vrai que voilà, finalement, c'est un peu la caractéristique de ce joueur de devoir, joueur de club, un joueur sans fioriture, un peu plus faible techniquement, mais qui compensait par une agressivité et un accrochage permanent, une qualité à la récupération justement pour les duels, pour gagner les duels, qui faisait que ça permettait dans cet entrejeu aussi de faire beaucoup de différences. Donc voilà, je sais pas si c'est dans cette interview-là aussi, mais j'avais vu Petit qui parlait de Puel en disant vraiment que c'était le joueur qui l'avait le plus marqué à l'entraînement, parce que c'était le mec qui lâchait rien, qui voulait tout le temps tout gagner. Et mine de rien, c'est aussi important d'avoir des joueurs qui te mettent des standards comme ça, en fait, d'engagement, qui tirent un peu un groupe vers le haut. C'est un peu la notion de... Je sais que Deschamps utilisait ses leaders techniques, mentales, mais aussi physiques. Et il y a un peu de ça, quoi. C'est le mec qui met un certain standard. Et voilà, un Manu Petit, 20-25 ans après, il s'en souvient encore. Ouais. Ça l'a marqué. Voilà, c'est des coups que tu prends, mais ça forge aussi un caractère, ça te prépare à une certaine adversité, et ça te force à une certaine intensité. Donc c'est mine de rien, c'est des apports qui sont importants aussi dans un. Il disait, il était chiant, hein, il nous faisait chier. Et c'est vrai que il racontait, hein, quand on arrivait, les pré-saisons, quand il fallait courir, machin, mec, il était toujours devant, en tête. Voilà, et à tous les entraînements, tout le temps, et même il faisait ça encore comme entraîneur, ça on le sait, hein, il courait toujours avec les joueurs jusqu'à très tardivement d'ailleurs, je crois que c'est jusqu'à Lyon, il s'entraînait, il continue de jouer même dans les petits jeux de ballon, il jouait même avec ses joueurs jusqu'à ce qu'à un moment donné il ait fait un tacle un peu trop appuyé sur et que ça a commencé à un peu énerver tout le monde, mais et je crois que c'est à peu près à Lyon qu'il a dû commencer à arrêter de faire ça, mais oui. J'espère qu'il n'avait pas mis un tacle à Gourcuff. Il a été absent 8 mois derrière. mais oui, voilà, il a toujours... Et je crois même, j'avais entendu, alors je sais plus qui avait dit ça, mais il racontait qu'en fait, un jour, ils avaient contrôlé le rythme cardiaque de Claude Puel. Le mec, il avait allongé sur la table de kiné, machin, et ils avaient dit, on avait entendu un ploum. Et puis plus rien. On dit, mais en fait, le mec, il est mort. Et non, en fait, il fallait attendre 10 secondes entre chaque ploum, entre chaque battement de cœur. Enfin, c'était un truc un peu... En gros, voilà, il avait au repos... C'est un Marseillais qui a raconté l'histoire. Au repos, il avait un rythme cardiaque, en tout cas, très lent. Non, mais par seconde. T'as compris l'idée, quoi. Même Kylian Jornet, là, il l'a pas, celui-là. Et pourtant, c'est le patron. Donc. En tout cas, voilà, physiquement, il y avait quand même une vraie qualité de sa part. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui est à ressortir de ce qu'était Claude Puel. J'ai une petite précision aussi à apporter. Tu parlais de l'équipe de France. Alors, ça peut être une des explications. Je sais pas si elle peut être prise en compte. Peut-être que ça n'aurait pas été suffisant. Mais il disait... Ce qui fait que j'ai pas non plus pu briguer une sélection avec les A, c'est qu'en fait, il disait je n'ai réellement progressé et mûri que lorsque je me suis fixé en numéro 6 à l'âge de 26-27 ans. Voilà. Du coup, il pense que il a pris un trop grand retard peut-être à ce moment-là aussi pour pouvoir derrière prétendre à une petite carrière au moins internationale. Je sais pas, ça peut... Jamais trop tard. Hein. Oui, après ça nous expliquerait peut-être sans doute pas totalement. Non, mais c'est vrai qu'il y a les... On connaît bien ces époques-là où il y avait des très très gros milieux d'équipe de France jusqu'au moins à la Coupe du Monde 86. Mais c'est sûrement la période d'après où ça s'est quand même ouvert à des joueurs un peu plus moyens. On en a parlé même chez nous, hein, de Marcel Dib, de Luxonor notamment, qui ont été touchés à l'équipe de France plutôt sur la période 88, 89, 90, par là, voilà, des années un petit peu moins bonnes. C'est sûrement là qu'il aurait pu avoir... sa chance, est-ce qu'il a été vraiment trop juste, est-ce que c'est la concurrence était si forte que ça. C'est vrai qu'un joueur qui a une telle longévité dans un club à ce point présent, et surtout dans ces années-là, hein, où on était tout le temps podium,
tout le temps sur le haut de la scène, on commençait à jouer de l'Europe et tout. Oui, ça peut sembler un peu bizarre, c'est que voilà, derrière cette régularité, il ne devait pas y avoir des pics assez forts. Ouais. Alors, en tout cas, il a remarqué aussi l'évolution du football à travers quand même toute sa longue carrière. Et il était assez lucide au final de ses propres qualités dans tous les cas, parce qu'il disait, voilà, quand on voit l'évolution, on voit que les clubs se sont de plus en plus professionnalisés, au niveau de la formation aussi, et il dit je n'aurai sûrement plus ma place aujourd'hui, alors que le Puel de l'époque était devenu un titulaire en club et chez les espoirs français grâce à ses facultés de récupération et d'endurance et sa polyvalence. Mais c'est vrai que voilà, il était quand même, je pense, assez lucide aussi sur le fait qu'il a peut-être profité et il s'est peut-être lancé aussi à une période où justement on était encore peut-être un peu en deçà au niveau des standards de professionnalisme, etc. Et que lui a fait la différence par son sérieux, sa rigueur et d'autres qualités que techniques. Ouais, c'est une évidence. De toute façon, il est connu et reconnu pour être ce genre de joueur. Et c'est vrai que pour le coup, c'est le genre de joueur qu'on voit plus trop, quoi. C'est qui, nous, le dernier? J'allais dire Radji, mais c'est pas vraiment ça non plus, quoi. Mais en tout cas, on n'en a pas cette année, quoi. Des mecs comme ça. Un peu des Radji. Ça c'est peut-être des joueurs qui sont presque limités à des postes vraiment très défensifs. Des mecs qui sont pas techniques et qui courent beaucoup. Je pense à Gelson Martins. Mais oui, mais non, c'est pas du tout le même profil. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était pour faire une petite blagounette. J'ai bien compris, mais ça n'a aucun sens. Non, mais oui. Gelson est très technique, hein. C'est juste qu'il met jamais tout dans le bon ordre, mais il est très technique. Oui, si. Il est technique à sa manière, quoi. Moi aussi, je suis technique à ma manière. Non. Moi, je peux faire le flip, mais pas le flap. Oui, c'est ça, ouais. Et puis tu te fais la cheville aussi, voilà. En même temps. Mais bon. Mais donc, ouais, non, évidemment. De toute façon, on le verra quand on fera les notes. C'est vrai que c'est pas sur le niveau qu'il va se démarquer et que. Voilà. Bon, en tout cas, alors on va pas évidemment se refaire tout le détail de année après année non, parce qu'il y en a trop. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Voilà, c'est certain. Il y a des épisodes évidemment plus ou moins importants qui ont jalonné le parcours monégasque de Claude Puel. Il y a une petite frustration sur les finales. Il a pas joué celle de 85, la finale de Coupe de France de 85, expulsé à Lille, et pas non plus la finale de Coupe des Coupes en 92. C'est vrai que on parle souvent des conséquences autour du match. On se rappelle évidemment de Furiani, dont on a fêté les 30 ans il y a pas si longtemps d'ailleurs. On sait que... Fêter, je sais pas si c'est le mot. Oui, célébrer plutôt. Enfin, célébrer. Commémorer. Oui, on n'a pas fêté, évidemment. Oui. On n'a pas débouché le champagne. On n'est pas... Peut-être les Niçois, hein. Non, je ne suis pas niçois, moi. Excuse-moi, non, je ne suis pas, je ne suis pas niçois. Peut-être. Peut-être. D'accord, j'ai compris. Mais t'es niçois. Ah non, bah non, je sais très bien que t'es pas niçois. Ouais. Attention. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a un aspect qu'on oublie aussi beaucoup de mentionner, qu'on ne mentionne jamais en tout cas sur cette finale, et peut-être que c'est quelque chose qui nous a beaucoup coûté, c'est que Claude Puel était absent. Et ça, Claude Puel, peut-être, ça aurait pu, alors pas peut-être aider à faire marquer, mais ça aurait pu peut-être aider à pas prendre de but à un moment donné crucial du match ou quoi. Enfin, ça aurait pu jouer. Quand je vois le milieu de terrain, Niako, Dib, Barros, Passy. Fofana, Wea devant. Donc, tu le mettais à la place de qui? De Niako, peut-être, parce que Barros était indiscutable et Dib aussi. Donc, de toute façon, oui, on peut partir du fait que du postulat que ça nous a fait du mal. C'était un très bon joueur, très important en tout cas pour l'équilibre de l'équipe. Maintenant, avec des oui, non, bien sûr. Des champions en 2004 aussi. Hein. Un Watif. Ou alors Fabinho, puisqu'on en parlera la semaine prochaine sur une finale aussi.
Oui, en tout cas, voilà. exact. Mais c'est pas le même type de joueur, mais sinon, oui, c'est pas faux. Mais en tout cas, le truc, c'est autant, bon, en 85, il est suspendu après Lille et que Campora va quand même essayer de plaider sa cause pour lui sauter la suspension. Autant la Coupe des Coupes, c'est quand même très très con parce qu'en fait, il prend une béquille 3 jours avant, quoi. Ça, c'est vraiment le truc con, quoi. On sait qui lui met la béquille. Je l'avais trouvé, alors j'ai pas. C'est Roger Mendy. Un Roger M, je crois. Non, je sais plus. J'ai dû la trouver à un moment donné, mais ouais. Donc c'est vraiment le truc très très, très con, quoi. Un contact à l'entraînement. Ah ouais, et voilà. c'est terrible. Il a raté le plus grand match de sa carrière, en fait. C'est tout simplement ça. Hein. Ouais, effectivement. En tout cas, il garde un très grand souvenir aussi de la demi-finale de Rotterdam, avec une ambiance formidable. Il disait que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Les Marseillais peuvent en témoigner. Typique. Ah bah, on en a parlé, enfin en tout cas on a vu les images il y a pas longtemps du coup. Et puis nous on s'est qualifié là-bas. Pas le cas de tout le monde. mais voilà, il y a quand même évidemment des trophées, Boris, pour Claude Puel avec Monaco. Ouais, bah alors je vais être perdu dans le compte là, parce que est-ce qu'on lui compte du coup cette coupe de 85 ou pas? Officiellement, il y a 2 coupes et 2 championnats. Ce qui est. J'allais dire ce qu'on peut faire de mieux à l'AS Monaco, non, parce qu'Ettori doit avoir un 3e championnat. 18. Et voilà, et que n'a pas. Et peut-être même une coupe en 80. Ettori, il a 3 et 3, c'est ça? Il a 5, il a même plus, il a 7. Ouais, non, je compte les vrais trophées. Trophée des champions. Non, mais il a 3 et 3. Ouais. De toute façon, c'est le seul qui est 3 fois champion de France. Puis il y a la Coupe des Alpes, par contre. Ils sont un petit paquet à l'aide 2 fois. Évidemment, grâce aux années 60, mais pas que. Et par contre, 3 fois, il n'y a que Jean-Luc. Donc Puel a 2 et 2. On a dit un titre de champion où il est un peu moins présent. Il joue quand même une dizaine de matchs, une coupe où il joue pas la finale. Il y a en plus de ça 2 autres finales de Coupe de France qui sont perdues, 84, 91, 92 où on s'était qualifié a priori on s'était qualifié pour la finale. Non, 92, je veux dire celle de Furiani qu'on n'a pas pu. Non, mais j'ai dit 92, pardon. Oui, parce que 91, elle se passe bien, je crois. On gagne 91, on perd 89, 92, on la joue pas, malheureusement. Et puis il y a une finale de C2, il y a 2 demi-finales. Il y a une demi-finale de C2 et une de C1 aussi pour Claude Puel. Et puis au total, il y a 10 podiums, ce qui est quand même un joli petit total, ce qui replace aussi ce que pouvait être l'AS Monaco de cette époque-là. Ouais. Et il rate, je sais plus dans quelle émission on en avait parlé, Damien, mais il rate le titre de 97 à très peu de choses, parce qu'il se fait dégager, gentiment, mais quand même, par Tigana, qui était pareil, dans le genre un peu obtus, bien meilleur joueur, mais un peu le même genre de caractère quand même, je pense, le Jano Tigana. Et il se fait virer un peu du jour au lendemain, juste avant la saison 96-97. Alors, je sais plus, on en avait parlé pour qui du coup? Je crois que c'est pour l'émission Manu Petit, parce qu'il les avait convoqués un petit peu en même temps dans le bureau tous les deux, et en disant bon ben voilà, c'est le petit qui va jouer et salut. Ah, le petit, oui, il était plus petit, le petit. Mais... Ouais. Enfin c'est voilà, je crois que ça c'est un peu ça. En gros, il y a eu un relais. Un passage des témoins. Je me souviens que c'est notamment Legwinski qui avait pris la place de Puel, parce que je me souviens qu'il lui fera payer un petit peu plus tard. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait quand Puel est devenu coach. Il va vite se débarrasser de Legwinski. John Collins aussi. Pour le coup, le milieu sera quand même ultra important dans ce titre. Mais c'était peut-être pour Djetou qu'on en avait parlé, Damien. Peut-être en fait. Ah non, oui, c'était Djetou qui était dans le bureau, tout à fait. Parce que je cherchais quelqu'un au même poste, plus jeune, petit quand même, il avait déjà de la bouteille internationale. Enfin, je veux dire que Petit lui prenne sa place. Oui, ok. Non, tu as raison. C'est Djetou, parce que c'est Djetou qui arrive depuis Strasbourg en 80. C'est ça, en 96. Ouais. Qui venait plus remplacer Thuram là. Oui. Certes. Mais voilà, ouais. Et puis du coup, il a un petit regret. Il le dit, c'est sûrement le plus gros regret de ma vie.
ne pas appartenir au club très fermé, surtout pour les joueurs de champ, de ceux qui ont disputé plus de 500 matchs de D1. Il dit « Je me sentais capable de poursuivre, mais en France, à la différence des autres pays, les trentenaires sont épiés, les performances surveillées, et ça en devient usant. » Voilà, donc il a... Et encore une fouineuse. Non, en plus. Ah, le wow. Pas lui, mais au final, ouais, il termine à quel âge en 96? Il a du coup 35. 35 ans. Ouais. Ce qui est pas... Il les a juste, parce qu'il est du mois de septembre, donc il les a tous juste. Bon. En tout cas, il va intégrer derrière sa carrière, il va intégrer rapidement le staff. Il va être inclus au staff technique de Jeannot Tigana en tant que préparateur physique. Donc il va pouvoir se venger un petit peu sur les mecs. Avant, derrière, Boris, tu en parlais dans ta célèbre série Monaco champion de l'an 2000. Voilà. Pour la citer correctement. Voilà, pour devenir l'entraîneur. Ouais, mais il va être, c'est un adjoint proche de Jean Tigana avec Jeannot Petit, avec Ettori qui s'occupe des gardiens. Et quand le torchon commence à brûler entre Tigana et Campora, Tigana part. Alors je sais plus si c'est en décembre ou en janvier, mais en tout cas c'est grosso modo sur une demi-saison, la saison 98-99. C'est Puel qui va prendre le relais pour d'abord un intérim qui va très très bien redresser le club, qui va lui permettre de terminer à la 4e place, qui va être confirmé dans ce poste-là, du coup vraiment en tant que novice, et qui va tout simplement remporter le championnat la saison d'après, 99-2000. Donc voilà, il a à peine 39 ans. Très jeune coach à ce moment, épaulé de Jean Petit, de Jean-Luc Ettori, et un titre qui en plus garde une très belle... tous les titres sont quand même forcément une bonne image, mais l'équipe de 2000, c'est une de celles qui a marqué, qui a beaucoup plu à cette époque, et c'est vrai que Claude Puel, on aurait pu s'attendre à un entraîneur très, très militaire, très défensif, etc. C'est pas du tout ce qu'on a vu dans cette équipe de l'AS Monaco. C'est pas forcément le trait le plus marquant c'est sûrement pas l'entraîneur le plus champagne non plus, mais je dirais qu'à l'échelle du foot français, c'était plutôt un entraîneur qui, même dans ses clubs après, a montré plutôt une envie de faire un peu de jeu. À Nice notamment, ça a pu le conduire à avoir des postes aussi à l'étranger, notamment en Angleterre. Donc voilà, un bon technicien, évidemment pas un très grand entraîneur, mais qui, voilà, encore une fois, à l'échelle du football français, sur les 20 dernières années, c'est quand même un des entraîneurs assez marquants du panorama, qui a mené plusieurs belles équipes, à Lyon, à Lille, à Nice, qui a joué de la Coupe d'Europe, au moins notamment une demi-finale avec Lyon en Ligue des Champions. Donc voilà, un vrai beau parcours quand même. Ouais. L'effet un peu Puel, plus en bout de chaîne maintenant. Mais... Ouais. Boris, c'est l'effet Puel. Ouais. On l'attend toujours, le retour. Du côté de Saint-Etienne, il attend encore. À Saint-Etienne, c'était peut-être le contrat pro, je sais pas, il aura peut-être d'autres opportunités. Je suis pas sûr qu'on le revoie dans des clubs de très haut niveau. En tout cas, Saint-Etienne, ça marche. Ouais. En tout cas, il est limogé en 2001. En 2001, voilà, on sentait que Campora voulait quelque chose de plus prestigieux, très clairement. On sentait que c'était vraiment au départ un choix par défaut, et malgré tout, la belle saison et le titre de 2000 n'aura été en fin de compte qu'un sursis, ou en tout cas lui permettre de continuer, mais sans quoi il aurait sauté certainement beaucoup plus tôt. Mais voilà, Campora voulait du prestige, voulait un nom, il s'est tourné du coup vers Deschamps. Et ça, c'est une vraie... la version premium de Claude Puel comme joueur, on peut dire ça ou... Ouais. Le Claude Puel du riche. Ouais, si on veut. En tout cas, Luc Sonor qui disait que pour Puel, ça avait été un choc énorme, parce qu'il sentait que cette éviction était injuste, et que à cette injustice s'est ajoutée l'obligation de quitter son club de cœur. Et Sonor qui dit il ne l'a jamais digéré, il ne le digérera jamais. À tel point qu'en 2011, il s'est vengé sur nous. Ouais. Ça fait 25 ans qu'il était au club, du coup, c'est ça, parce que 2001, 77, 24, allez. Ah ouais, c'est ça. Forcément, c'est... Et oui. C'est bizarre. Et petite caractéristique, Boris, puisque Claude Puel a joué 2 fois gardien avec Monaco. C'est vrai.
C'est vrai, il était connu notamment pour sa polyvalence et c'est un des autres aspects qui lui ont permis de jouer aussi beaucoup, de dépanner évidemment le milieu défensif, mais de dépanner aussi à des postes tous les postes de la défense, plus ou moins. Il y en a même qui sont allés jusqu'à le mettre défenseur dans leur 11 type all-time, on ne les citera pas. Et il a même dépanné au poste de gardien, effectivement. Donc voilà, je ne sais pas avec quel succès, mais en tout cas, voilà, jusqu'où son esprit de sacrifice. C'était peut-être le joueur le plus facile à sacrifier aussi, si on veut être médisant. Mais voilà, pour la petite anecdote que tu voulais rappeler, Damien. Ouais, il a été 2 fois du coup. La première, c'était avec une expulsion de Jean-Luc Ettori, avec une petite échauffourée avec Vaïd. Vaïd qui a dû dire « Toi, je t'attends. » J'ai vomi. Toi, après, bagarre. J'ai rentré chez moi, j'ai vomi. Toi, pas vacances. Toi, reprendre semaine prochaine. pour citer Jérôme Rotten. Et puis la deuxième fois, pour le coup, c'était contre Leeds. Pifto se blesse et Delaroche qui le remplace et est mis KO après un contact avec Basile Boli. Donc même Basile Boli, quand il jouait pas avec Bernard Tapie, il nous a quand même fait du mal. Et quand il jouait avec nous aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Mais non, mais avec Basile, tu disais avec Bernard Tapie, mais c'est que chez nous aussi. Je disais pas qu'avec Bernard Tapie, en fait, il nous a fait du mal. Ah oui. Donc effectivement, voilà, c'est quand il était chez nous que. Et donc c'est là que Claude Puel joue son deuxième match en tant que gardien. On va revenir du coup sur les statistiques de Claude Puel. Donc elles sont évidemment très nombreuses, 17 saisons disputées, 602 matchs aussi, toutes compétitions confondues, 4 buts inscrits. 488 matchs en Ligue 1, donc il le disait, il regrettait de pas avoir pu dépasser. C'est profanesque comme stat. 4 buts. Alors, il disait quand même, attention, contrairement à Fofana, excusez-moi, je vais quand même vous le préciser. Ouais. Il va pas nous vendre une bonne fable de balle, moi. Oui, j'ai une foule de bons souvenirs. D'une part, les buts que j'ai marqués, rares, mais beaux, sur des volées ou des frappes de loin. Voilà. C'est Jérémy Toulalan en fait. Quoi. Ouais, du coup, c'est pas Fofana, parce que les frappes de loin, on les attend encore. Mais en tout cas, il disait, voilà, je me suis jamais libéré sur le plan offensif, obsédé que j'étais de me replacer immédiatement à l'arrière par crainte de prendre un but. Bon, ça, on avait compris. Voilà. Donc ouais, 4 buts. Par contre, les Coupes d'Europe, 49 matchs, ça en fait évidemment un des joueurs les plus capés, le deuxième, si je dis pas de bêtises. C'est le deuxième joueur le plus capé partout au total, en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Ouais. Bien sûr. Ouais. Donc voilà. Et puis les 4 trophées que nous avons décrits un petit peu plus tôt. Plus la Coupe des Alpes. Et les 3 titres, si on veut bien lui compter celui de 2000, du coup. Aussi. 3 titres de champion. Et ceux volés par l'OM aussi. Qui est donc à 6 titres. Surtout que visiblement, d'après Jalot Petit, il était assis entre deux, Claude Puel. Ouais. Bon. Oui. Il était à un endroit du terrain un peu bordélique, on va dire. Et on parle pas que de Roger Mendy. Ouais. En tout cas, le mur des légendes, le vote évidemment, pas de suspense. Claude Puel est un incontournable de l'AS Monaco, une légende de l'AS Monaco. Voilà, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, 89,5% des auditeurs l'ont aussi choisi. C'est pour la saison 2, c'est le plus haut total des votants exprimés. Donc voilà. Claude Puel est une légende de l'AS Monaco. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est évident. On l'a dit, voilà, en termes de le niveau fait forcément le facteur le plus limitant de son dossier. La longévité est extraordinaire. En plus, c'est la fidélité. Pardon. La fidélité c'est pas en plus. Comment ça s'appelle, merde? Je te jure. Non, mais ça m'a fait rire moi-même parce que j'avais plus le mot. La fidélité, je trouve ça remarquable. Voilà, d'être fidèle aussi longtemps. Et puis, on sait que t'aimes bien les chiens après. Et puis
le palmarès aussi est extraordinaire. Et puis voilà, et la legacy. Il a une fidélité de 2 semaines en record. La legacy en tant que. Oh non, quand même, merde. La legacy Après, elle aurait peut-être été pas si énorme que ça en tant que joueur, mais en plus, il y a le passage comme entraîneur qui rajoute en plus par-dessus. Parce que c'est vrai qu'on l'a souvent vu quand même pour avoir une grosse legacy comme joueur. Il faut quand même souvent également avoir été un très bon joueur. En tout cas, ça aide. Mais le fait qu'en plus, ça soit pas trop vieux, et 2, qu'il ait eu ce passage comme entraîneur avec succès, puisqu'il y a ce fameux titre de la saison 2000, là où finalement, voilà, il remplit à la perfection 3 critères sur 4. Et c'est bien entendu largement suffisant pour le faire rentrer sur notre mur. Je me suis permis de lui descendre 1 point sur la Legacy parce qu'il nous fait descendre quand même en Ligue 2. Oui. On se fait pas descendre tout seul. Oui, non, mais ça changeait pas grand-chose de toute façon au vote, c'était juste pour le dire. Mais non, mais c'est vrai que quand on... Mais bon, c'était un mal pour un bien. Tu peux aussi te dire qu'on a été champion avec 65. Hein. Alors certes, 34 journées, et 65 points, c'est pas non plus pharaonique. Hein. Après, bon, voilà, cette descente était aussi un mal nécessaire pour mieux reconstruire aussi le club. Donc en fait, on lui doit aussi le titre de 2017, c'est ça que tu es en train de dire. Presque, oui. On peut lui compter. Ouais. Mais bon, alors vous savez, après, évidemment, je pense qu'on a tous eu dans un petit coin de notre tête avant ce Monaco-Lyon, on s'est dit, peut-être que Puel, il nous fait un petit cadeau, mais on connaît le bonhomme, hein. Il est tellement intègre, on savait que ça n'arriverait pas. Pourtant, en plus, je crois que c'est sa dernière saison avec Lyon, hein. Il sait qu'il va se barrer en plus, je crois, donc on se dit, mais bon, il doit les qualifier pour la Ligue des Champions, pour partir la tête haute. C'est vrai qu'on se dit, bon allez, c'est son dernier match, on s'en bat les couilles qu'il est savonne, on s'en fout, quoi. Mais bon, il est intègre, il a joué le jeu jusqu'au bout, ce qui s'est retrouvé d'ailleurs l'année de 2000, hein, parce que c'est Lamouchi qui disait récemment que lorsque Monaco va à Marseille, ils auraient pu laisser le quatuor offensif au repos, mais non, Puel ne voulait pas, pour l'équité du championnat. Il voulait pas que les concurrents de l'OM se sentent lésés si Monaco ne jouait pas le jeu, alors que le titre était assuré. Voilà, c'est Claude Puel, c'est l'intégrité même donc voilà, c'est tout à son honneur. Donc Pochettino a raison de ne pas faire jouer les jeunes. Ils faussent pas le championnat. Même s'ils jouent comme des peintres et qu'ils enchaînent plus de victoires, mais non, parce que c'est le débat aussi en ce moment. Est-ce que est-ce qu'il fausse le championnat ? Jouer Madame Michu. Voilà. En tout cas, donc évidemment, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. 3 critères sur 4 haut la main. Le niveau, effectivement, c'était là où le bas blessait un petit peu, mais voilà, c'était même pas. Ça reste relatif quand tu joues autant d'années à un tel niveau. Collectif, c'est sûr. Quand tu fais 10 podiums, tout ça, c'est. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait lire dans l'affiche le portrait ASM Foot, hein. C'est-à-dire que chaque année on annonçait des grands noms à Monaco. Chaque année en fait, Claude Puel arrivait quand même à déjouer les pronostics et à rester titulaire inamovible au milieu de terrain, ou alors s'il fallait dépanner, il allait jouer un petit peu partout dans la défense aussi. Voilà, c'était Claude Puel et donc c'est une légende, et donc nous pouvons dire aujourd'hui entre donc Claude Puel sur ce mur des légendes de l'AS Monaco. Après donc Radamel Falcao. Il est sur le mur au final. Il est sur le mur au final. Falcao ? Ouais. Juste après Christian Dalger. 88% des auditeurs quand même, heureusement. 82. Parce qu'il dit que Puel est numéro 1, mais il oublie de dire qui est numéro 2 et juste derrière. Oui, mais bon. Et 66% des chroniqueurs. Il y a les 100% de Jean-Luc Ettori en première saison sur Twitter, les 96 de Julie Trezeguet, Onis. Un petit peu plus quand même. On est sur la saison 2 et puis on rappelle qu'on n'a pas eu le même système de vote. C'est vrai, plus, donc tu peux pas comparer d'une saison à l'autre. C'est vrai. Même si Ettori, bien sûr, aurait eu quand même. On est d'accord. Voilà, donc la prochaine émission, donc on parlait de Falcao, et bien ce sera un des anciens coéquipiers de Falcao. On va parler de Fabinho, le Brésilien. Donc pour son passage entre 2013 et 2018 à l'AS Monaco.
On va s'amuser. Putain, c'est surtout moi qui vais m'amuser. Aidez-moi. Un autre joueur de moyen. Ouais, oui. Polyvalent, qui a filé des coups de main. Est-ce que d'ici là, il aura gagné Bien avec sûr. des champions, Fabinho? Je sais pas quand est-ce que ça tombe par rapport à notre planning. De toute façon, est-ce qu'il l'a pas déjà gagné? Oui, il a déjà gagné, mais est-ce qu'il va en gagner une deuxième? Ça Ça m'étonnerait pour un joueur moyen. Ouais. Il n'est pas titulaire en plus. Puis il marque pas en plus. il est blessé de toute façon là en ce moment. En tout cas, à l'heure où on enregistre, il s'est blessé. Ah bon, ah merde, je l'avais pas vu. Par contre, je l'avais pas suivi. Oui, je crois il est sorti sur blessure. Alors après, je sais pas si c'est grave, mais. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, en tout cas, donc l'émission numéro 45, ce sera Fabinho. Et on n'a même pas besoin d'annoncer le débrief suivant, puisque la saison est finie. Alors, messieurs, du coup, à vos pronostics, ça sera on a fini. Allez, on est combien? Le bilan. Voilà, ce sera le Club Monégo bilan pour débriefer cette deuxième, troisième, quatrième, cinquième place. Qu'est-ce qu'on pronostique? 3 pour Boris, 2 pour moi. Parce qu'en fait, je nous vois bien faire 6 sur 6. Ouais. Et je vois bien l'OM perdre à Rennes. Et en fait, il suffit que ça en fait pour être deuxième. C'est les deux critères. Enfin, ils peuvent perdre contre Strasbourg aussi, mais pour le coup, je les vois moins perdre face à Strasbourg. Donc, perdre à Rennes qui s'est mis un peu dans la merde là, parce que Rennes, ils peuvent tout perdre. Hein. Donc, voilà, Nice l'aurait passé devant. Strasbourg est pas si loin, donc Rennes doit gagner. Donc, défaite de Marseille à Rennes, c'est possible. Nous, battre Brest, quand même. Après, voilà, il y aura Lens. La J38 risque d'être, sera dans tous les cas passionnante, mais il y a une vraie probabilité qu'on y arrive en étant second, quoi. C'est possible. Ça serait énorme. Ouais. Donc c'est pour ça, voilà, on gagne à Lens. On pourra dire bravo Philippe Clément. Ben Yedder, évidemment. Ou alors pour la beauté du geste, Gelson Martins, qui nous offre le but de la deuxième place, ou Myron Boadou, voilà. Ou Tchouaméni pour improbable. Mais c'est moins improbable. Pour fêter son départ. Voilà. Mais voilà. Deuxième, allez. Et toi, du coup? Parce que Boris a dit 3. Ouais, allez, j'ai envie de dire deuxième aussi. Parce que Rennes plus Strasbourg, allez, je sens que Marseille peut perdre des plumes là, dans ces deux matchs-là. Et pas nous, du coup. Moi, je pense que normalement, on doit pouvoir faire le boulot. Il faut qu'on fasse le 6 sur 6. A priori, avec 4 points, il faudrait vraiment avoir une énorme réussite pour être deuxième avec 4 points, quand même. C'est pas impossible, hein. Ouais. Lens, ça va être compliqué. Lens, ça va être compliqué comme match. Je pense qu'on va pas avoir le ballon, mais allez, on peut le faire. On y croit. On aura des espaces. On devrait pouvoir placer 2-3 petites transitions pour faire mal. Et ben on verra. Nous verrons bien. J'ai peur que. Je pense qu'il y a 3 scénarios, mais il y en a qu'un qui nous est favorable. C'est que l'OM fait 3 points et nous 6. Et les deux autres, c'est que l'OM arrive quand même à prendre au moins un point à Rennes et fasse 4 points et du coup, ça devant. Et ou que nous, à l'inverse, peut-être on en perd un, notamment à Lens. Donc je pense que les 3 scénarios, ils peuvent se valoir, mais comme il y en a 2 qui nous sont défavorables, je suis plutôt dans le camp pessimiste, mais c'est jouable, il faut au moins faire les 6 points de toute façon, et puis on regardera à côté après. Ouais. En tout cas, je pense, les matchs les uns après les autres, et puis il reste 2 finales. À partir de là, je crois que bon. Hein. Ouais. C'est possible dans le football. Mais voilà, Philippe Clément. On verra du coup. On est bien quadrillé par le coach. On verra du coup dans l'émission bilan et puis ce sera l'occasion. Dans le cul, et tout ça, quoi. Et ce sera l'occasion de revoir aussi nos pronostics. Voilà. Un petit peu ce qu'on avait pronostiqué. Le canari, c'est le fils du canard. Ta gueule. Allez. Prochain mur des c'est légendes, Fabinho. Allez, salut à tous et Dage Monégo. Ciao, ciao. Ciao. Et bisous.